Salut tout le monde, j'avais déjà fait une vidéo sur le pouvoir et l'info, mais il y a 2-3 trucs à rajouter sur le Moyen-Âge qui, comme vous allez le voir, seront utiles pour la suite. C'est parti. Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse surtout aux plus jeunes d'entre vous, s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces 18 années d'errance, rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Regardez-la aussi souvent et longtemps que possible avant de mourir. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé de la parole ordinaire, celle des kidam moyens qui s'échangent des infos. Là, on va revenir à la parole fondatrice, celle des chefs, des seigneurs, des évêques, bref, du pouvoir qui s'adresse au peuple. On commence par l'église qui est un moyen formidable pour diffuser des messages, la messe du dimanche, qui est en principe obligatoire et qui est l'occasion de rassembler tous les hommes et femmes d'une même paroisse dans le même lieu. Les prêtres y annoncent des informations privées, comme des mariages, des décès, bref, la vie de la commune, mais aussi des informations publiques, comme des traités de paix qui peuvent y être proclamés, ainsi que des demandes spéciales du roi. Par exemple, en 1338, le roi Philippe VI demanda à l'évêque de Nîmes d'ordonner des prières publiques pour la prospérité de ses guerres. Ce qui en fait un peu le BHL de l'époque. Alors pour vous, ces bourreaux, cagoulés, cruels, en noir, représentent en quelque sorte le mal du XXIe siècle. Vous les appelez le fascisme ou le fascisme islamiste. Ça fait 10 ou 15 ans que je dis cela, je les appelle les fascistes islamistes, c'est le troisième fascisme. Il y a eu en effet les nazis, il y a eu les staliniens, et il y a aujourd'hui ça, c'est-à-dire ces bourreaux qui déshumanisent qui les vident de leur humanité en même temps qu'ils les vident de leur sang. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de quartier et qu'il faut en effet une coalition internationale pour en venir à bout. Plus qu'une paroisse, le clergé en entier pouvait être mobilisé pour diffuser des nouvelles. Henri VI, le 28 juin 1431, demanda aux évêques de France de faire connaître la vie et la mort de Jeanne d'Arc. Oh, petite précision, on est en pleine guerre de 100 ans et il s'agit pour le roi d'Angleterre de faire connaître sa version de la vie et de la mort de Jeanne d'Arc dans les territoires français qu'il contrôle. On ne sait pas combien d'évêques ont suivi cette demande. Voici la fin de ces œuvres et la mort de cette femme que présentement nous vous apprenons, révérend Père en Dieu, pour vous informer véritablement de cette matière, afin que dans les lieux de votre diocèse, comme on vous semblera, par prédications et sermons publics et autrement, vous fassiez connaître ces choses pour le bien de l'exaltation de notre foi et l'édification du peuple chrétien. Rien que ça. Toutefois, les ordonnances royales ne sont généralement pas annoncées pendant l'office, ça c'est le travail des crieurs de les faire connaître au public. La criée, c'est une véritable mise en scène du pouvoir, avec ses rites et ses codes, ils ont une tenue vestimentaire particulière et sont souvent annoncés à coups de trompette pour ameuter la population. Leur rôle est très important puisque c'est la publication par criée qui donne une validité aux édits royaux. Aujourd'hui encore, les lois doivent être publiées au journal officiel pour être applicables. Mais du coup, des petits malins ont trouvé la parade, ils interdisent la criée d'édits qui leur semblent défavorables dans leur ville, espérant ainsi en retarder l'application. Au-delà de ces formalités, le cri est lié aux différents pouvoirs qu'ils détiennent, et signifie la domination de l'un d'eux sur un espace politique pour celui qu'il commandite. Par exemple, fin 15e, la ville de Lyon manifeste son mécontentement parce que le sénéchal a fait proclamer un texte de loi de par le roi, et en omettant d'ajouter de par les comtes de Lyon. Au-delà des questions d'orgueil, il y a une véritable marque de pouvoir et de souveraineté qui réside dans le cri, qui permet d'ailleurs à certains de tirer la couverture à eux. Alors, le comte de Bourgogne, par ruse pour séduire le peuple et le tenir toujours vers lui à son habitude, fait crier et publier la paix à Paris et ailleurs avec les feux et les sonalités accoutumées, alors que le dit traité fait avec nous, comme il dit, nous et nos envoyés n'en avons eu aucune notification. Ici, le comte de Bourgogne annonce un traité qui n'est même pas signé par toutes les parties et se présente comme un sauveur. Un peu dans le même genre, Nicolas Sarkozy, qui avait du mal à cacher son arrivisme, empiétait régulièrement sur les plates-bandes du souverain Chirac par des prises de parole, des prises de position qui n'engageaient que lui, alors qu'il participait à un gouvernement. Il a donc fini par se faire recadrer. Quelques minutes plus tard, dans son bureau, le président de la République marque son autorité. Il n'y a pas de différend entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Divergence sur le budget de la défense, polémique sur la présidence de l'UMP, Jacques Chirac tacle Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas pourquoi on fait d'une polémique qui me paraît beaucoup plus inspirée par des raisons de politique avec un petit p que par des raisons de défense de l'intérêt général. Je ne laisserai pas les ambitions ou les calculs des uns ou des autres, ici ou là, venir perturber l'action des 3 années à venir.
La charge est violente, mais sur la pelouse, le Premier ministre applaudit. Il y a dans cette intervention des choses très importantes et il ne faut pas voir simplement quelques remises en ordre qu'il fallait faire et qui ont été faites. La Garden Party est placée sous le sceau de la fraternité, alors certains s'emploient à détendre l'atmosphère. Tu rappelles à l'ordre du patron, voilà, donc rien de bien méchant, rien de bien grave. Nicolas Sarkozy n'a pas encore répliqué, mais à 3 ans des présidentielles, ce 14 juillet marque sans doute l'ouverture officielle de la guerre Chirac-Sarkozy. Cette mentalité ayant perduré même au XXIe siècle, on comprend tout de suite la censure et même la violente répression qui fut faite aux premiers imprimeurs. Il n'y a pas que les détenteurs du pouvoir politique qui disposent du droit de cri, des particuliers pouvaient aussi en faire usage. Les taverniers se servaient de crieurs pour annoncer les prix des vins devant leur auberge et les faire goûter aux passants, comme un peu on retrouve aujourd'hui dans les grandes surfaces. Les crieurs étaient aussi utilisés pour annoncer des décès, d'abord des petites gens, puis de plus en plus pour les aristocrates à partir du XVe siècle. Voilà à quoi ça pouvait ressembler. Priez pour l'âme du très haut, très grand et très excellent prince le roi Charles VII de ce nom, et venez à la grande église Notre-Dame de Paris. Moi, ça me rappelle un peu la pub avec le cirque là. Le cirque Bonetti, le plus grand cirque du monde. Ces acrobates, c'est le cirque Bonetti, waouh! Les jongleurs, ces acrobates. Ah, d'ailleurs, en parlant de Total, ça me fait penser que le décès du PDG avait été annoncé dans les médias, il y avait eu plein de politiques et de personnalités qui étaient venus à l'enterrement. Ouais, mais si avant on considérait qu'un large public rendait hommage aux défunts, aujourd'hui c'est notable. S'y rendre juste pour s'y faire mousser, parce qu'il y aura plein de caméras et on pourra faire un peu de pathos pour émouvoir la ménagère ou les milieux d'affaires en vue des prochaines élections. Enfin, les crieurs servaient aussi à annoncer des sanctions judiciaires avant exécution de la peine et donnaient souvent un récit détaillé du crime qui rajoutait une sanction morale à une peine souvent physique. Une pratique qui perdure aujourd'hui dans la presse en général, qui se repaît des histoires sordides et ne manque jamais l'occasion de nommer ou de montrer les crimiers. J'aurais pu dire meurtre. Non, j'ai dit crime. C'est bien crime. Plus directement, un juge du Texas condamne les délinquants à se trimballer avec une pancarte humiliante expliquant leurs méfaits dans un lieu public. Les Mireles doivent rembourser toutes les sommes qu'ils ont volées. Mais pour qu'ils sentent bien le feu de l'humiliation, le juge a enfoncé le clou. Voici ce qu'ils doivent endurer tous les week-ends. Ils doivent porter une pancarte devant la Galleria, le centre commercial le plus fréquenté de Houston. Sur ce panneau est écrit « Je suis un voleur. J'ai volé 250 000 $ au fonds d'indemnisation des victimes du comté d'Harris. » Et c'est signé « Daniel ou Héloïse Mireles. » Pour monsieur, c'est tous les samedis. Et pour madame, tous les dimanches. Et ce, pendant 6 ans. Les crieurs, c'est comme les journaux de maintenant, finalement. Quelques pages sur les lois et la politique, des faits divers, une rubrique des chiens écrasés, le tout entrecoupé d'encarts publicitaires. Ouais, mais en moins diversifié, parce que maintenant, il y a des pages de sport, bricolage, l'horoscope... Ah bah oui, c'est vrai, j'oubliais. La bourse. On a beaucoup progressé quand même, faut le dire. Comme je l'ai dit précédemment, les prêtres pouvaient être chargés de transmettre des informations durant leur office, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément doués pour la parole. Ce qui n'est pas le cas des prédicateurs qui peuvent être considérés comme des crieurs particuliers de l'Église, et même des crieurs très professionnels. Des années d'études théologiques et de formation à l'éloquence en ont fait de véritables communicants au sens où on l'entend à notre époque. Voici d'ailleurs un exemple de conseil que donnait l'évêque Guy Bernard à ses curés. Alors, il faut veiller principalement à 4 choses. Premièrement, le moment, car il ne faut pas prêcher tout le temps, mais au moment opportun. Il faut aussi prendre en compte le lieu, parce qu'il ne faut pas prêcher dans les maisons, mais en public. La qualité des auditeurs, parce qu'il faut prêcher des choses élevées et profondes aux doctes et aux savants, mais des choses simples et utiles aux gens sans instruction. Et enfin, la nature de ce qu'il faut dire, car le prédicateur ne doit pas exposer à ses auditeurs et à ses ouailles des fables et des plaisanteries, mais la doctrine vraie et sainte, utile et nécessaire à leur conscience. On voit que c'est déjà bien cadré et réfléchi, il y a une méthodologie qui est mise en place pour appâter et convaincre, alors qu'on n'est qu'au début du XVe siècle. Ces compétences leur procurent donc une grande efficacité pour haranguer les foules. L'un des meilleurs, le frère Richard, donnait en 1429 à Paris des sermons qui commençaient à 5h du matin jusqu'à 10-11h et rassemblaient entre 5000 et 6000 personnes. Comme en plus d'avoir un large auditoire les prédicateurs par les politiques, ce pouvoir fut bien vite encadré. Les représentants des 3 ordres mendiants de Châlons, par exemple, doivent jurer d'être bons, vrais et loyaux à la dite ville de Châlons, et devront faire savoir ce qu'ils entendront dire, qui sera ou pourra être préjudiciable à la dite ville et à ses habitants, dès qu'ils le pourront, ainsi qu'ils l'ont juré et promis autrefois.
Voilà un indice de plus qui nous montre la crainte des représentants du pouvoir de laisser un média s'exprimer librement sur un sujet qui les concerne, et nous laisse deviner à nouveau que l'essor de la presse ne se fera pas sans. Il est certain que niveau communication, l'Église était en avance, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Si vous voulez plus d'exemples, je vous renvoie à mes sources, mais vous pouvez aussi trouver plus d'infos sur le sujet sur internet. Pour la petite anecdote, c'est l'Église qui est à l'origine du mot propagande à travers la création de la Congregatio di Propaganda Fide au XVIIe siècle. Wow, super accent. Une institution qui s'occupait de la propagation de la foi. Ce n'est qu'après la Révolution que ce mot se politise et se définit comme l'action exercée sur l'opinion pour l'amener à avoir certaines idées politiques et sociales, à soutenir une politique, un gouvernement ou un représentant. C'est maintenant la fin de cet épisode. La prochaine fois, on attaquera le dur du sujet avec la création de l'imprimerie et de la presse écrite. Dans les 3 derniers épisodes, je vous ai donné les grandes lignes de la circulation de l'info et de son contenu avant l'imprimerie, et avec ça, vous devriez être en mesure de deviner ce qui va arriver à la presse dans les 200 premières années. Je vous laisse essayer dans les commentaires. À bientôt. Attends, j'aimerais dire un petit mot pour la fin. Mes amis, croyez-moi, et là je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de ces quelques mois d'errance et de chômage... Rien n'est plus important dans la vie que de s'abonner à ma chaîne. Rien. Regardez et partagez mes vidéos aussi longtemps et souvent que possible avant de mourir.